je vais vous présenter comment atomiser votre CI/CD. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, je vais vous présenter dans les grandes lignes ce que c'est la CI/CD pour faire un rappel à tout le monde. Définir ce que c'est l'atomic design et dans quel cas on peut le mettre en place dans la CI/CD. Et sa mise en pratique, quelques tips and tricks que j'ai pu découvrir au fil de son implémentation et vous faire un petit retour d'expérience sur ce que j'ai pu en tirer. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est la CI/CD? C'est une méthode de développement logiciel qui va vous permettre, en fait, pour continuous integration et continuous deployment, et qui va vous permettre de réaliser en fait, des tests d'intégration et jusqu'au déploiement de votre code pour le mettre en production et d'automatiser des tâches. Ça a l'avantage en fait, de tout automatiser et donc de maximiser la qualité, puisque vu qu'on ne va pas avoir d'action manuelle et que tout va être automatisé, défini par des process, on va pouvoir s'assurer de la qualité et donc livrer plus souvent en production. Donc voilà, ça se présente comme ça, grosso modo. On va avoir les commits des développeurs, on va avoir des stages qui vont être en fait des étapes avec dedans des tâches donc, pour build votre application, etc., jusqu'à la livraison en production. Comment ça se traduit? Donc là, j'ai pris un exemple sur GitLab CI tout bête, où du coup, on a effectivement nos étapes avec nos stages, nos builds, donc avec tous les scripts qui vont être nécessaires pour faire des tests, construire nos images Docker, etc., et livrer en production. Donc voilà, c'est des fichiers qui peuvent être assez volumineux parce qu'on va pouvoir avoir beaucoup de tests en amont. Et le problème, c'est comment on fait quand on a plusieurs projets. Parce que vous allez avoir ces fichiers-là qui vont être définis dans chacun de vos projets pour réaliser ces tests-là. Donc ce qui est bien, c'est que chaque projet va pouvoir avoir une CI/CD qui lui correspond, totalement personnalisable. On n'a pas de dépendance puisque chaque projet a sa propre CI. Par contre, du coup, vous allez potentiellement dupliquer du code puisque vous allez avoir des projets similaires qui vont avoir les mêmes bases de CI. Vous allez avoir du coup un temps de conception qui peut être agrandi parce que vous allez avoir des méthodes qui ne sont pas les mêmes en fonction des équipes et pas de standardisation puisque chacun fait comme il veut. Et donc là, c'est la porte ouverte à peu près tout. Et surtout, la maintenance, quand il y a des changements côté infra, il faut aller sur tous les repos, modifier la CI en question qui pose souci. Et donc ça, c'est pas pratique. Donc comment on fait pour régler ce problème-là? On peut se dire que, OK, on fait un repo centralisé où en fait, chaque projet qu'on a, donc, il va pointer sur un repo centralisé qui, lui, va définir en gros toutes les règles de CI. OK, mais on fait comment? Parce que là, à part avoir plein de fichiers GitLab CI qui regroupent tous nos projets, je ne vois pas comment on peut empêcher d'avoir de la duplication de code, standardiser les choses ou autre. Et c'est là qu'arrive Atomic Design. Donc atomiser votre CI/CD, Atomic Design, je pense que vous l'avez. Et ça vient pas du tout de la CI/CD, ce concept-là. Ça vient d'abord du monde de l'UX Design. Ça a été conceptualisé par Brad Frost en 2015. Et ça a été pris ensuite tout récemment par Léo Dumont, qui est Platform Engineer chez Shine, qui a testé de mettre en place ce principe-là. Et Atomic Design, en gros, c'est quoi? C'est le fait de construire des choses complexes avec des petits éléments. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir partir du plus petit élément possible pour construire des gros éléments et pouvoir du coup construire des choses plus grosses avec. Ça a l'avantage qu'on peut créer de la standardisation puisque chaque projet GitLab CI vont se baser sur des éléments qu'on aura définis et qui vont être réutilisés. Et on va pouvoir, du coup, entre guillemets, contraindre et mettre des normes et du coup, réduire aussi le nombre de fois qu'on duplique notre code parce qu'on réutilise les mêmes éléments. Donc voilà, grosso modo, on augmente la maintenance, on peut décomposer la CI/CD en plusieurs sous-éléments, ce qui augmente aussi la lisibilité. Et ça permet alors d'optimiser les performances globales de notre chaîne de CI/CD. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas Atomic Design qui va mettre ça en place. Ça va être surtout la partie en fait où chaque CI va pouvoir bénéficier de toutes les modifications qu'on aura fait au préalable avant. C'est-à-dire que vu que des projets vont réutiliser des morceaux de CI, ils vont pouvoir bénéficier par exemple de la gestion du cache, des analyses de sécu, etc. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est pas les choses sur lesquelles on pense au début. Donc ça se présente comme ça. On va avoir des atomes. Donc ça s'inspire vraiment de la chimie pour le coup. Qui vont être vraiment les briques fondamentales de notre CI. Ensuite, on va avoir des molécules qui vont ensuite pouvoir être assemblées en organismes. Et à la fin, on a le template. Bon, c'est un peu l'imposteur parce que lui, il n'a aucun rapport avec la chimie, mais c'est comme ça dans la pratique.
En parlant de pratique, on va pouvoir commencer à voir comment ça s'organise. On va avoir du coup les atomes, donc, comme je le disais, qui sont les briques fondamentales. Et on va commencer du coup par les plus petites choses qu'on a dans notre CI, donc notamment les images Docker qu'on va utiliser dans chaque étape dans chaque job de notre CI, les variables, on va pouvoir les définir au préalable, les stages pour les normer, pour chaque CI, pour que chaque pipeline ait ces mêmes stages standardisés. Et c'est là aussi on va pouvoir dire, voilà, on va utiliser du cache. On va pouvoir dire que les variables elles s'appellent comme ça et pas autrement, donc pour que chaque CI, chaque pipeline respectent les mêmes normes, enfin les mêmes noms de variables, parce que sinon c'est un peu galère de se repérer entre chaque projet de chaque équipe. Chacun a une façon différente de nommer ses variables, et ça permet du coup de garder une certaine cohérence sur ça. Donc à quoi ça ressemble ? Là, je vous ai mis un exemple sur tout ce qui va être les images, donc l'utilisation des images Docker lors des jobs. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple avec Node où en gros, on va définir notre version 16, elle s'appelle comme ça, donc on prend la 16.20, pareil pour la 18, pareil pour la 20. Et si jamais dans nos futurs jobs, on ne précise pas l'image qu'on souhaite utiliser, on a en fait l'image par défaut qui vient faire une sorte d'include qui s'appelle extend en fait, qui va utiliser l'image 20. Donc en gros, on reste sur la dernière version. Quand quelqu'un initialise un projet Node, s'il n'a pas spécifié, ça passe sur du 20. Côté stage, on va avoir du coup toute une liste de stages qui vont se dérouler successivement. On les nomme build, test, deploy, promote, avec des emojis, parce que quand même, il faut avoir un truc un peu stylé. Et on a aussi nos variables qu'on va pouvoir définir. Donc là, le truc le plus chiant à mettre en place dans la CI ou qu'on oublie tout le temps, c'est le proxy. Donc là, pareil, variable par défaut, on set toutes nos variables de proxy et on n'en entend plus parler. Donc voilà, ça peut être un cas super cool où on a notre variable par défaut, elles ont le nom qu'on leur donne et on les applique quand on veut. Voilà un exemple. Donc là, ça va être plus toute la partie intelligence de la CI, en fait, où c'est grosso modo nos scripts. Donc nos scripts, en fait, ils sont tout petits, où ils vont juste dire qu'ils font un build, etc. On peut mettre des variables dedans. Et en fait, on a le fameux point jobs, en gros, c'est ici qu'on va définir que ce ne sont pas des jobs à proprement parler, mais des sortes de templates de jobs qu'on va pouvoir réutiliser plus tard. Maintenant qu'on a nos petits atomes, il est temps de faire nos premières molécules. Donc là, on a notre molécule build.js qui va prendre du coup une variable, une image, etc., un script, et on va pouvoir lui faire nos premiers jobs, donc les traitements qu'on a au début. Donc là, par exemple, nous, dans notre cas, on a fait des molécules par techno. Donc en fait, on a une molécule Node.js qui va contenir toutes les étapes de build, de test, etc. Une Docker qui va faire pareil, tout ce qui va être build Docker ou autre. Jira, parce qu'on peut aussi avoir des actions sur Jira pour changer un ticket de MEP, etc. Donc on a plein de petites molécules qui contiennent en fait des jobs qui sont préfaits. Et ça ressemble à ça. Donc en gros, on n'oublie pas de faire des includes de nos atomes. Une fois qu'on a fait ces includes d'atomes, on va venir faire ces fameux extend, parce que tout repose en fait sur les extend, où du coup on va préciser notre image, notre stage et le job qui lui est attaché. Donc ok, c'est cool, on a des molécules, elles font voilà, ça fait un job en tant que tel, mais on ne va pas aller très loin dans notre CI si on n'a que des jobs, parce que maintenant il faut les enchaîner ensemble pour faire quelque chose. Donc on a, par exemple, dans notre cas, pour la molécule Git, on a la partie versionning qui va définir sur quelle version notre release va être, définir quelle version on a pour la release. On a la gestion de release qui va grosso modo faire un tag, et on a la molécule changelog qui va générer un changelog qui va être affecté à la release. Donc, ok, c'est cool, et on va pouvoir fabriquer notre premier organisme. Donc là, l'organisme Git, par exemple. Donc l'organisme, en gros, c'est quelque chose qu'on va pouvoir, qui va utiliser des molécules et des atomes, puisqu'en fait, des atomes, on peut avoir des rules dessus, qui vont être en gros, par exemple, une rules qui va dire, ok, tu peux faire une release que si tu es sur la branche master, etc. Donc voilà, ça, on peut les utiliser. Donc c'est le petit cas où, du coup, on a les organismes qui utilisent des atomes. Et c'est là où on va pouvoir setter l'ordonnancement de nos jobs. Je m'explique. En gros, par exemple, là, sur cet exemple, on va avoir la partie gestion du cache, NPM, qui va devoir se lancer avant le build. Logique, sinon ça va poser problème. Donc là, c'est là où on va dire nos dépendances. Donc, quand on va appeler la molécule, l'organisme Git,
bah, il va d'abord faire son cache, ensuite son build, et pour faire son build, il va avoir besoin de la version que l'organisme précédent, Git version, lui aura donné, ainsi que bah, le cache. Donc comme ça, GitLab va être en capacité de pouvoir savoir dans quel ordre les exécuter. Bon, ok, là on a l'organisme. Bon, si on l'applique dans notre GitLab CI, il va juste faire ça, mais on n'aura pas notre projet finalisé. Et c'est là qu'en fait on va pouvoir utiliser plein d'organismes. Donc chaque organisme en fait a ses propres actions. Donc en gros, en fonction du projet qu'on a. Par exemple, dans notre cas, on va avoir un projet avec un front Angular, un back en Java, et on va le déployer sur du cube. Bah, bam, on a tous nos organismes, chacun a ses propres actions définies, et on va pouvoir, pour faciliter l'usage des devs, créer un template. Et donc là, on a notre template de app, back, Java et front Node.js. Bon, je n'ai pas trouvé d'autres noms. Donc il est un peu long, mais voilà. Donc l'avantage, c'est que là, on abstrait tout, c'est-à-dire que, grosso modo, les devs, ils pourraient utiliser les organismes en tant que tels, les appeler dans leur fichier, mais là, ils peuvent carrément appeler un template qui, lui, fait tout à la base. Il y aura juste besoin de surcharger des variables pour dire pour chaque projet dans quel dossier se trouve l'application à build, etc., etc. Donc, grosso modo, bah, ça va donner ça. On va appeler tous nos organismes. Chacun va savoir en fait quand se lancer, dans quel ordre. Et on va pouvoir dire, bah, OK, tous nos templates vont pouvoir déployer leur chart Helm dans le dossier applicatif. Voilà. Sauf si on vient l'override après, côté GitLab CI du projet final. Dans le projet final, ça donne ça. Donc on va avoir juste le template. On va spécifier des variables, donc en gros, comment va s'appeler notre application, où se trouve le workspace pour déployer le chart Helm, les arguments pour notre image Docker. Donc tout ça, bah, on va pouvoir le spécifier et ça va marcher. Donc ça donne ça au final. Donc on a une chaîne de CI/CD qui est complète en appelant des organismes. Donc là, bah, par exemple, on va avoir l'organisme en bleu pour Maven, l'organisme en orange pour Git. Et en fait, ils vont tous bien s'ordonnancer pour pouvoir aller jusqu'en production. On va pouvoir directement deploy en production. Maintenant, je vais vous présenter quelques petits tips and tricks, des choses que j'ai pu découvrir et qui sont assez sympas. Pour le coup, ce n'est pas vraiment lié à Atomic Design, sauf ça. Où en gros, on va, pour éviter de redupliquer notre code dans Atomic Design, on va utiliser ce qu'on appelle des références. Ces références-là, par exemple, c'est pour se positionner dans un dossier. Dans la plupart des jobs, on va avoir besoin soit de se positionner dans un dossier ou de faire des actions particulières. Et on va potentiellement en avoir besoin dans plusieurs atomes de job. Ben là, en fait, on va venir créer notre référence workspace. Et en fait, à chaque fois qu'on aura besoin de faire ces commandes-là, on va pouvoir l'appeler dans une référence pour tout centraliser et éviter au maximum de recopier du code, même dans le design pattern. Là, une question qui aurait pu vous frôler l'esprit, c'est aussi de se dire, bon, ok, tu as un repo centralisé, mais là, du coup, tu augmentes largement les dépendances. Si jamais quelqu'un modifie quelque chose dans le design pattern, ça va flinguer absolument tous les repos qui en dépendent. Et c'est là qu'on peut utiliser des refs en fait, lors des includes de projet. Donc là, par exemple, notre template, et on peut dire, bah, ok, on prend la version 1.0 de nos templates, et dans ce cas-là, on peut faire des tests d'intégration de notre design pattern sur des projets bien spécifiques, et si ça fonctionne, les déployer en masse sur tous les projets. Un autre outil qui est assez sympa, d'ailleurs on n'avait pas ça d'ailleurs chez mon client, c'est tout ce qui va être Git version. Aujourd'hui, bah, tout ce qui va être versionning, on l'avait en fait de façon un peu manuelle. Et là, l'avantage, c'est qu'on a un job qui prévoit ça et qui va nous permettre de faire un versionning par branche, etc. correctement, et en suivant donc, tout ce qui est sémantique versionning. Et ça, l'avantage, c'est que si on n'y pense pas, Atomic Design l'amène par défaut dans la définition des jobs qu'on a prédéfinis. Et d'ailleurs, ils sont obligés de l'implémenter parce que s'ils ne l'implémentent pas, la pipeline ne passe pas, ils refusent de lancer la CI. Et aussi un autre truc sympa, c'est Gitcliff. Ça permet en fait de générer automatiquement des changelogs, c'est-à-dire que lorsqu'on va créer une release dans GitLab, il va reprendre tous nos messages de commit, donc s'ils sont bien faits, hein, et il va en faire en fait tout seul un changelog qui va être directement accessible. Ça permet que quand on va suivre nos releases, on va pouvoir avoir toutes les modifications qui ont été faites et on peut vraiment aller très loin, par exemple en liant Anti-Jira ou autre. Donc c'est assez sympa à mettre en place. Et ça, c'est des choses qu'on peut totalement outrepasser en disant « Ah, il faut que je l'implémente ». Non, c'est déjà apporté par la librairie. Tu as juste à dire
OK, je le mets à cet endroit-là. Voilà. Donc, grosso modo, côté retour d'expérience, dans notre cas, c'est quelque chose qu'on a voulu tester parce qu'en fait, on commençait vraiment à avoir beaucoup de GitLab CI un peu à droite à gauche. Et on a vraiment vu le souci de dupliquer du code un peu partout et la maintenance qui était vraiment lourde. Et on en a profité pour passer donc, de Jenkins vers GitLab CI. Donc là, on partait vraiment d'une feuille blanche, donc c'était vraiment beaucoup plus facile pour conceptualiser le truc. On a déjà migré 2 projets dessus. Et là, les premiers retours que j'en ai, c'est que côté maintenance, c'est beaucoup plus simple. Et même côté lisibilité surtout, parce que quand on passe d'un GitLab CI qui fait 200 lignes, voire plus, avec des rules un peu partout, des règles d'exécution, et que là, on passe sur des organismes qui sont beaucoup plus petits. Donc là, on sait où aller chercher. Et c'est vraiment super agréable. C'est beaucoup moins un enfer. Par contre, la contrepartie, c'est d'avoir une gestion de documentation qui est beaucoup plus... on a besoin de beaucoup plus de documentation. Parce qu'en fait, le but, c'est que tout le monde puisse l'utiliser à terme. Donc nous, ça ne soit pas que côté intégration qu'on l'utilise, mais côté développeur, qui puisse dire OK, je vais faire ma propre CI, j'utilise mes composants. Et donc là, si on ne leur fournit pas une documentation, ils vont peut-être un peu pleurer parce qu'ils vont galérer à trouver ce que ça fait, quoi. Et il faut aussi également prévoir un maximum de cas d'usage. Parce que, grosso modo, si on n'a pas de vision sur tout ce qu'il est possible de faire, à un moment, forcément, il y a des équipes qui vont venir vous voir en mode ça ne marche pas parce que je ne peux pas venir surcharger cet élément-là que tu as mis en dur dans la CI. Donc c'est là qu'il est important de pouvoir tout variabiliser. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?